Cette histoire commence avec Grace Auvergne, fille du duc Auvergne, qui tombe de cheval et se cogne la tête. À ce moment-là, de nombreux souvenirs lui reviennent. La blonde se retrouve dans un monde inspiré de jeux automne, avec plusieurs routes et de nombreux beaux garçons à disposition, vous savez de quoi il s'agit. Mais, attendez, comment sait-elle cela? Eh bien, le camion a encore travaillé dur. Cette fois-ci, il a envoyé un vieil homme dans le corps de cette blonde. Oui, exactement comme vous l'avez entendu. Le protagoniste est un homme, et non une femme, et il s'appelle Kanzaburo, un fonctionnaire d'entreprise âgé de 52 ans. Clairement, il n'arrive pas à croire ce qui lui arrive, car cela ressemble à une mauvaise blague de la part de celui qui l'a envoyé dans cette nouvelle vie. Pour couronner le tout, bien qu'il ait des connaissances de base d'otaku lui permettant de comprendre comment fonctionnent les isekai, il ne sait rien des mécaniques des jeux automne. Soudain, une servante du manoir arrive pour lui apporter une tenue de rechange. Grace la remercie, ce qui, bien que cela puisse paraître étrange, effraie énormément Josette, la servante, qui s'enfuit aussitôt. Il s'avère que Grace, en réalité, est une jeune femme riche, prétentieuse, avec une attitude exécrable, et qui ne remercie jamais personne. C'est pourquoi Josette a été si terrifiée. En prenant tout cela en compte, le protagoniste comprend qu'il est probablement destiné à devenir la grande méchante de ce monde. Plus tard, notre vieux se remémore une fois où il avait vu sa fille Inako jouer dans le salon à l'Académie magique, Amour et Bête, le jeu sur lequel ce monde semble basé. À l'époque, Kanzaburo, en tant qu'ancien otaku expert, connaissait déjà un peu cet univers des nouvelles générations de jeux automne. Le protagoniste est sûr d'être dans le monde de ce jeu et comprend également qu'il est destiné à jouer le rôle de la méchante. Actuellement, il est étudiant à la Royal Academy de Magie. C'est là qu'il rencontre Anadole, une fille très joyeuse et maladroite, avec laquelle de nombreux joueurs s'identifient. Bien sûr, Anna est la protagoniste du jeu vidéo. Il se souvient que sa fille l'adorait pour son grand enthousiasme et parce qu'Anna allait traverser des épreuves difficiles. Par exemple, dans le jeu, Grace discrimine Anna et la fait se sentir mal en insistant sur le fait que seuls les nobles peuvent entrer à l'académie. Rappelons que notre protagoniste est la méchante du jeu. Cependant, il se demande pourquoi il a été réincarné en tant que méchante d'un jeu automne et non en un héros surpuissant, comme d'habitude. Et, honnêtement, je me pose la même question. Grace entre en scène, arrête Anna et lui rappelle que, bien qu'elle ait réussi l'examen avec la meilleure note, cette académie est un lieu spécial où seuls les nobles sont autorisés. Elle veut donc savoir ce qu'Anna fait ici. Toutefois, elle se répond à elle-même, supposant qu'Anna a probablement atteint cette académie grâce à une éducation prodiguée par des parents très aimants. Anna reste surprise, et le protagoniste sait qu'il a fait une erreur, car il est sorti de son rôle de méchante en se laissant guider par ses instincts paternels. Cela fait pleurer Anna, qui n'aurait jamais imaginé qu'un membre de la noblesse parle aussi gentiment de ses parents. Tout le monde commence à croire que Grace a dit quelque chose de terriblement méchant pour faire pleurer une plébéienne, alors elle emmène Anna dans un autre endroit. Là-bas, Grace lui demande si elle se sent un peu mieux. Anna répond que oui, expliquant qu'elle a laissé ses émotions déborder. Grace lui conseille alors que, dans cet endroit où se trouvent des personnes de très haute classe, il est rare de voir des gens se laisser emporter par leurs émotions. La jeune fille aux cheveux roses remercie Grace pour ses conseils, mais elle ne peut s'empêcher d'être émue. Ses parents, après avoir découvert qu'elle avait un grand talent pour la magie, ont beaucoup travaillé pour lui permettre d'étudier ici. Grace la félicite et lui dit qu'elle attend de grandes choses d'elle, afin que ses parents soient fiers. Anna promet, de son côté, de faire de son mieux pour que ses parents aient une vie luxueuse, comme ils le méritent. Les deux continuent de discuter un moment jusqu'à ce qu'un blond séduisant, nommé Virgile, arrive en demandant pourquoi Grace fait pleurer les gens si tôt le matin. Le vieux reconnaît ce personnage grâce au souvenir de Grace. Virgile est l'un des prétendants possibles du jeu et également le prince du royaume. De plus, il est fiancé à Grace. Oui, ça commence à devenir étrange à raconter. Grace engage la conversation avec Virgile, mais elle l'appelle Votre Altesse, car le vieil homme n'arrive pas à se souvenir de son nom. Cela s'explique par le fait qu'avec près de 60 ans d'expérience mentale, il a accumulé tellement de noms qu'il lui est difficile de se souvenir du bon de temps en temps. Heureusement, Anna se présente au prince, ce qui est une bonne chose, car cela donne au vieux une chance de se rappeler du nom de Virgile. Il se souvient également qu'il est courant, dans la noblesse, de ne pas se présenter soi-même mais de laisser un accompagnateur le faire. Grace saisit donc l'occasion pour présenter Anna au prince et laisse cette dernière deviner son nom. Par chance, Anna y parvient, et le protagoniste peut souffler un peu. Virgile prend congé, leur donnant rendez-vous à la cérémonie d'entrée. Le protagoniste trouve cette scène familière et se souvient que sa fille lui avait expliqué que, dans le jeu, après qu'Anna a été humiliée par Grace, elle partait pleurer dans le jardin, où elle rencontrait le prince Virgile, déclenchant ainsi la route du prince. Grace demande à Anna ce qu'elle pense du prince. Anna répond qu'il semble être une bonne personne. Le vieux commence à croire qu'il y a déjà un soupçon d'amour dans cette réponse,
mais cette idée est interrompue lorsqu'Anna exprime son désir de devenir amie avec Grace. Elle demande si elle peut commencer à l'appeler Mademoiselle Grace, ce à quoi cette dernière répond qu'il n'y a aucun problème. Plus tard, à l'intérieur de l'académie, le protagoniste est fier de lui-même. Malgré le fait qu'il ne soit pas réellement une jeune femme de la noblesse, il s'en sort bien, et personne ne semble s'en douter. Soudain, il rencontre un vieil homme qui dit être ravi d'avoir Grace à l'académie. Grâce au souvenir de Grace, le protagoniste se rappelle que cet homme est le directeur de l'académie. Le problème est que, encore une fois, il n'arrive pas à se souvenir de son nom. Mais comme il porte le titre de directeur, il finit par l'appeler ainsi, et le problème est résolu. Cela dit, tout le monde est surpris par le comportement si élégant du vieux ou plutôt de Grace. On dirait que ce type sait bien se comporter comme une dame de la haute société. Après la cérémonie, Grace est nommée représentante des étudiants et assiste maintenant à son premier cours. Le vieux admet que, bien qu'il ne s'attendait pas à tout cela, il est très excité à l'idée d'étudier la magie. Cependant, le fait qu'Anna se soit attachée à lui, supposée être la méchante, est un gros problème. Profitant de l'occasion pendant qu'Anna lui parle en pleine classe, il la réprimande en lui disant qu'elle devrait faire plus attention. Apparemment, cela aurait dû diminuer l'affection qu'elle lui porte, mais malheureusement, c'est le contraire qui se produit. Anna pense que cette remarque prouve que Grace se soucie d'elle. Elle décide donc de prendre en compte ses conseils et de faire des efforts pour ne pas la décevoir, en tant que nouvelle amie. Anna est impressionnée par l'élégance de Grace, qui semble si raffinée en lisant son livre, et elle aimerait avoir autant de concentration en lisant. Cependant, en réalité, le vieux avait auparavant du mal à lire, avec ses doigts qui glissaient sur les pages et d'autres petites gênes. Maintenant, il est ravi de ne plus avoir ces problèmes. Anna continue d'admirer Grace, mais l'enseignante demande à tout le monde de prêter attention, car elle va leur remettre quelque chose de très important. Pendant ce temps, on aperçoit un roux nommé Auguste, qui vient saluer Virgile et lui demander s'il y a des nouvelles concernant les nouveaux étudiants qui pourraient rejoindre le conseil. Selon le prince, en considérant les aptitudes et le talent, Anna est la meilleure candidate et pourrait être une excellente recrue. Cependant, en tenant compte des accomplissements et du statut, Grace est également une très bonne option. Auguste estime que Grace n'est pas une mauvaise personne, mais son attitude sévère pourrait poser problème aux autres. En fait, il doute qu'elle puisse s'entendre avec une plébéienne comme Anna. Le prince dit qu'il comprend et pensait de la même façon, mais d'après ce qu'il a observé, Grace a beaucoup changé, et ce, pour le mieux. Pour l'instant, Auguste veut voir comment les choses évoluent avant de décider qui devrait rejoindre le conseil. De retour avec Anna et Grace, elles se rendent au réfectoire de l'académie, où il y a une grande variété de nourriture. Le vieux doit admettre qu'il aurait adoré étudier dans un endroit proposant un tel festin. Dommage qu'à son époque, il n'y avait même pas de toilette. Anna est excitée en voyant autant de nourriture, et le vieux l'est tout autant. La jeune fille aux cheveux roses veut emporter un peu de nourriture pour la partager avec sa famille, mais Grace lui rappelle que le réfectoire est un autre lieu d'apprentissage et qu'il est important d'y appliquer les meilleures manières possibles. Elle ajoute que prendre de la nourriture pour sa famille est inapproprié. Regardez simplement comment le vieux se sent en disant cela, il se sent à nouveau comme une vraie méchante. Il pense qu'il fait de la peine à son ami, mais non, Anna se sent simplement bien instruite. Tout à coup, un problème commence à se faire entendre entre un groupe de filles et un serveur. Ces jeunes femmes ne peuvent pas croire qu'elles doivent se servir elles-mêmes et porter leur nourriture à leur table. Le serveur leur explique que ce sont les règles de l'académie, car les serviteurs ne sont pas autorisés. Malgré tout, les filles n'acceptent pas cette réponse. Le protagoniste réalise que ce genre de comportement de fille gâtée est très courant dans cet endroit. Il décide donc d'éviter d'agir ainsi, car cela ne convient pas à une méchante. Au lieu de cela, il va se servir lui-même et apporte sa nourriture à sa table. Le serveur le félicite pour son bon comportement, digne de la fille d'un duc. Les autres filles finissent par suivre son exemple. Le protagoniste se sent soulagé de constater que ses bonnes manières lui ont été utiles dans ce moment précis. Bien qu'il considère ce monde comme celui d'un jeu vidéo, il réalise que les personnes qui l'entourent sont réelles et qu'il doit les traiter avec beaucoup de respect. Tout comme dans sa vie passée, où il était une personne ordinaire, il montrait toujours du respect et de la gratitude, même envers les cuisiniers qu'il félicitait chaque fois que cela était mérité. Dans cette situation, il fait la même chose. Apparemment, tout le monde présent est ravi qu'une personne comme lui félicite le chef, et cela devient progressivement une tradition dans toute l'académie. Dans sa vie précédente, Kanzaburo était un otaku irréductible. Bien qu'il ait été fonctionnaire et qu'il ait eu 52 ans, il avait félicité sa fille pour avoir suivi ses enseignements. Ken et sa fille étaient tellement enthousiastes à propos des produits officiels qu'ils ont même fait une pause typique d'otaku. Cependant, sa femme est arrivée, et Ken, reprenant son rôle d'homme sérieux, est parti travailler. Tout en y allant, il pensait que les designs des produits otaku d'aujourd'hui sont vraiment élégants. Pour rester en forme, Ken utilise les escaliers autant que possible. En montant, il lève le même bras et la même jambe en même temps,
une astuce qu'il a apprise dans l'un de ses mangas de combat préférés. Au travail, Ken préfère utiliser un boulier plutôt qu'une calculatrice, car il est plus rapide pour gérer les reçus et les finances. Plus tard, lors d'une réunion, une proposition est faite pour créer une affiche de sensibilisation à la sécurité routière basée sur un anime populaire de mecha, Mousquebet mécanique. Mais grâce à ses connaissances d'otaku, Ken savait que cela ne fonctionnerait pas. L'affiche montrait les deux personnages principaux souriants, mais Fini, l'héroïne, est un personnage froid et mystérieux qui sourit rarement dans la série. Ignorer ce détail pourrait causer des problèmes. Ken suggéra donc de laisser le créateur original superviser le tout. En fin de journée, Ken était satisfait d'avoir accompli son travail avec sérieux et efficacité. Sur le chemin du retour, il sauva un enfant qui allait être écrasé par le camion Isekai. Cet acte lui permit de se réincarner en Grace, une vilaine dans un monde fantastique. Ken s'est bien adapté à sa nouvelle vie, mais son plus grand défi est son manque d'expérience avec les jeux automnes. Cependant, il reconnaît facilement certains éléments, comme les intérêts romantiques du jeu. Le prince avait convoqué Grace et Anna dans le bureau du conseil des étudiants de l'académie. Là, il se présenta lui-même comme Virgile Vierge, le président du conseil, Auguste Lyon, le chef de la sécurité aux cheveux roux, Richard Verseau, le vice-président aux cheveux bleus, et Pierre Gémeaux, le secrétaire du conseil. Tous étaient en deuxième année. Ken, en tant que Grace, connaissait bien ces personnages, car ils apparaissaient sur la jaquette du jeu Académie Magique, Amour et Bête. Le but du jeu est de jouer à Cupidon pour que l'héroïne, Anna, tombe amoureuse de l'un d'eux. En tant que Grace, son rôle est d'interférer dans leur relation. Mais Ken n'avait aucune idée de comment ruiner leur romance. Le prince alla droit au but et invita Grace et Anna à rejoindre le conseil des étudiants. Anna, nerveuse, demanda si c'était vraiment acceptable, étant donné qu'elle était une roturière dans une académie d'aristocrates. Virgile demanda à Grace de répondre. Ken, avec les connaissances de Grace, expliqua que le président du conseil choisit les nouveaux membres en fonction de leur réalisation. Malgré ses origines, Anna avait obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée, ce qui rendait son invitation parfaitement logique. Auguste ne s'attendait pas du tout à une telle réponse de Grace. Il pensait qu'elle critiquerait Anna pour sa condition de roturière. Ken réalisa qu'il avait agi comme s'il évaluait les performances d'un membre de son équipe de travail. Anna, quant à elle, lui lançait un regard rempli d'admiration, comme pour dire « Oh, il veut vraiment être mon ami ». Ken essaie d'endosser le rôle d'une véritable méchante en avertissant Anna sur son comportement. Elle lui explique que, si elle souhaite rejoindre le conseil des étudiants, elle devra adopter les manières et l'étiquette propres à la haute société. De nombreuses règles et tâches devront être mémorisées, et Grace se chargera personnellement de les lui inculquer. Ken voulait se montrer intimidante, mais ses paroles se sont finalement révélées pleines de gentillesse. Touchée, Anna s'est engagée à donner le meilleur d'elle-même pour devenir une membre exemplaire du conseil. Sa détermination a non seulement captivé l'attention, mais aussi suscité l'admiration des prétendants amoureux, qui ont commencé à voir Grace sous un jour nouveau. À partir de la semaine suivante, Anna et Grace rejoindront officiellement le conseil. Lorsqu'elles ont quitté la salle, Anna a partagé son sentiment de vivre un rêve. Mais Grace, se croyant maligne, lui a rappelé que c'était la réalité. Satisfaite, Ken a conclu qu'elle avait suffisamment joué son rôle de méchante pour la journée. Quant à la romance du jeu, Ken espérait découvrir, grâce à leur proximité dans le conseil, lequel des prétendants Anna choisirait. Ironiquement, elle avait déjà oublié leur nom. Quelques jours plus tard, lors d'un cours pratique de sorcellerie, les étudiants ont appris à utiliser des cercles magiques pour lancer des sorts. Ils devaient charger les informations de base avec leur baguette magique, puis écrire une commande pour activer la magie. Cependant, il leur était interdit d'utiliser des lettres classiques, car cela rendrait les cercles lisibles par des non-sorciers, ce qui pourrait disperser le pouvoir magique. Ils devaient ainsi mémoriser une écriture ancienne, une langue qui a traversé les siècles et qui est parfaite pour concentrer la puissance des mots. Ken a alors eu l'idée d'écrire des mots en japonais dans son cercle magique, et cela a parfaitement fonctionné. Anna, quant à elle, s'est démarquée par une immense réserve de mana naturelle, surpassant largement les autres. Mais un étudiant, jaloux des talents de Grace, a perdu le contrôle d'un golem qu'il avait invoqué. La créature, attirée par l'énergie d'Anna, s'est dirigée vers elle. Grace lui a demandé d'éteindre son cercle magique, mais Anna ne savait pas comment faire. Ken est alors intervenu et a inscrit le mot éteindre en japonais dans le cercle d'Anna, stoppant le golem. Sans être sûr que cela fonctionnerait, elle a réussi et s'en est félicitée. Pendant ce temps, Josette, une apprentie servante du domaine d'Auvergne, était préoccupée par le comportement inhabituellement gentil de Grace. Une rumeur disait que Grace envisageait de licencier tout le personnel. Déstabilisée par cette idée, Josette a laissé tomber une cruche et s'est aussitôt convaincue qu'elle allait être renvoyée. Grace est arrivée sur les lieux et, à la surprise de Josette, lui a simplement demandé si elle allait bien. La jeune servante, paniquée, s'est excusée en suppliant qu'on la réaffecte ailleurs. Ken a rapidement compris la situation et a rassuré Josette en lui disant qu'elle ne serait pas renvoyée. Elle lui a rappelé que tout le monde fait des erreurs, surtout lorsqu'on est en formation.
Si Grace licenciait toutes ses servantes à chaque erreur, alors aucune d'entre elles ne pourrait jamais devenir une véritable professionnelle. Malgré tout ce que la protagoniste avait dit, Josette restait encore inquiète. Ken, tentant de détendre l'atmosphère, a proposé à Josette de goûter les biscuits qu'elle était en train de manger. Josette hésitait, pensant que cela pourrait être un piège tendu par Grace. Cependant, l'odeur alléchante du biscuit l'a finalement convaincue, et en goûtant, elle a trouvé cela si délicieux qu'elle en a oublié l'incident précédent. Après cela, Grace et Josette se sont rendus chez Monsieur Waltz, un forgeron, pour savoir s'il pouvait réparer la cruche que Josette avait accidentellement cassée. Waltz, avec sa fierté de nain, a affirmé qu'il pouvait la réparer en 20 minutes. La protagoniste est restée observer Waltz travailler, car, dans toutes les histoires de fantasy, les nains sont les meilleurs artisans. Pour Ken, voir un tel artisan en action était une véritable merveille. Cela l'a toutefois amené à réfléchir, à voir ce niveau de détail sur un élément aussi anodin dans un jeu lui faisait penser que ce monde n'était peut-être pas simplement limité à l'univers d'un jeu vidéo ou d'un automne game. Quelques minutes plus tard, la cruche était totalement réparée. Grace a remercié Waltz, mais celui-ci a mentionné qu'il n'avait pas vu Grace depuis longtemps. Autrefois, elle venait le voir régulièrement lorsqu'elle était enfant. Ken, en fouillant dans les souvenirs de Grace, a découvert qu'elle était une petite fille qui adorait observer le travail du forgeron et du jardinier. Mais depuis qu'elle avait commencé à recevoir des leçons pour devenir une dame bien éduquée, Grace les visitait de moins en moins. Elle pensait que ce n'était pas approprié pour une femme de son rang. Elle était devenue plus stricte envers elle-même et envers les autres, au point de traiter ses serviteurs avec une extrême dureté. C'est ce qui a fini par transformer Grace en la méchante au cœur froid qu'elle est aujourd'hui. Pourtant, au fond, elle reste une personne bien plus gentille qu'elle ne le laisse paraître. Ken a été sorti de ses pensées par Josette. Grace a alors demandé au forgeron si elle pouvait revenir le voir plus souvent. Waltz a trouvé cette question absurde, lui rappelant que cette propriété appartenait à son père et qu'elle pouvait venir autant de fois qu'elle le voulait. Quelques jours plus tard, Grace est retournée voir Waltz avec un plan pour qu'il fabrique un abaque. Quelques jours plus tard, le Conseil, une organisation autonome dirigée par Virgile, décide d'intégrer Grace et Anna comme ses membres les plus récents. Actuellement, tous les prétendants amoureux d'Anna ainsi que les deux filles, Anna et Grace, font partie du Conseil. Cependant, Ken a du mal à retenir les noms des membres, au point de devoir les écrire sur son éventail. Comme cette école est destinée à l'aristocratie, les membres du conseil sont formés à gouverner le corps étudiant, une préparation à occuper des postes de pouvoir. C'est précisément cette perspective qui fait d'eux des candidats idéaux pour un futur romantique avec Anna. Ken remarque cependant un détail intrigant, tous les membres masculins du conseil arborent des coiffures particulièrement élaborées. Il en déduit que dans ce monde, des coiffures extravagantes sont un signe de popularité. Partant de cette observation, Ken pense que l'opinion d'Anna sur les coiffures pourrait influencer son choix romantique. À ce propos, Grace demande à Anna ce qu'elle pense des gens ayant une chevelure abondante. Anna, comprenant que Grace fait référence à ses propres cheveux, répond qu'elle idolâtre les personnes avec de magnifiques cheveux lâchés. Cela amène Ken à penser qu'Anna pourrait être attirée par le vice-président, avec sa longue chevelure, ou encore par le prince, avec sa crinière dorée impressionnante. Néanmoins, Ken espère qu'Anna choisira une personne qui lui apportera le plus de bonheur. De son côté, Anna se demande ce que fait Grace pour entretenir ses boucles si belles et soignées. Pendant ce temps, Ken se remémore une conversation de sa vie passée avec sa fille, où elle lui avait dit que le prétendant le plus difficile à conquérir était le prince Virgile. Bien qu'il semble aimable avec tout le monde, le prince juge les gens uniquement en fonction de leur utilité pour le royaume. Selon Ken, Anna devra donc mettre en valeur ses talents pour attirer l'attention du prince. Plus tard, lors d'une réunion du conseil étudiant, Anna et Grace examinent le budget. Pendant ce temps, le prince observe les deux filles. Il pense qu'Anna est une promesse d'avenir, grâce à ses excellentes notes et son dévouement sans faille au conseil. Quant à Grace, son talent pour la magie et sa récente amabilité ne passent pas inaperçus. Cependant, Virgile ne peut oublier que Grace est sa fiancée, un arrangement conclu pour le bien du royaume. Bien qu'ils se connaissent depuis leur enfance, le prince n'a jamais ressenti de sentiments romantiques pour elle. Il se convainc que c'est mieux ainsi, car en tant que futur roi, il ne pourrait rêver d'une épouse plus utile à son royaume. Alors qu'Anna demande à Grace de l'aider à résoudre un problème de budget, Grace utilise un abaque pour effectuer des calculs et découvre que la différence entre les deux sommes est de 86 400 magie. Néanmoins, aucune ligne des tableaux ne correspond exactement à cette valeur. Grace divise alors la somme par 9, obtenant 9600, un chiffre qui, cette fois, correspond à une entrée. Elle explique que cela s'explique par une erreur fréquente, lorsqu'un chiffre est ajouté à un nombre par erreur, la valeur totale est multipliée par 10. Diviser par 9 permet donc de retrouver la valeur d'origine. Le prince, étonné par les compétences inattendues de Grace en mathématiques, se rappelle qu'elle prétendait ne pas être douée pour les chiffres. Pour se justifier, Grace mentionne que ce savoir lui est venu par chance. Un jour, à la bibliothèque, un livre était tombé et s'était ouvert sur une page expliquant ce concept. Évidemment,
Ken savait que c'était une très mauvaise excuse, alors il décida de changer de sujet et dit au prince que le plus important était de reconnaître Anna. En effet, c'est elle qui avait calculé sérieusement tous ces chiffres, une tâche que la plupart des gens trouveraient ennuyeuse. Bien que Grace ait dit tout cela, ce n'était pas suffisant pour tromper l'œil avisé de Virgile. Ce dernier savait très bien que la blonde était très compétitive et qu'elle avait probablement surmonté ses défauts en passant de longues heures à étudier les mathématiques en secret. Cependant, il décida de ne rien dire. Non satisfaite de ses efforts, Grace partagea même ses éloges avec l'une de ses camarades. Ainsi, ce mélange de talent et d'humilité fit que l'estime du prince pour elle augmenta considérablement. Maintenant, Virgile pensait que sa fiancée était un atout incroyable pour le royaume. Plus tard, on apprend que, bien que tous les membres du conseil soient populaires, la question de savoir lequel d'entre eux est le plus fort reste en suspens. L'un des principaux candidats est Auguste, qui peut utiliser la magie pour augmenter ses capacités physiques et est spécialisé dans les arts martiaux. L'autre grand candidat est Richard, un maître d'escrime utilisant les techniques mythiques d'un style de combat transmis dans sa famille. Le prince donna alors le signal pour qu'ils commencent leur entraînement. Les deux se mirent à combattre avec une telle intensité que Ken fut émerveillé par l'ampleur des batailles de ce monde, qu'il avait sous-estimé en pensant qu'il s'agissait d'un simple jeu. À la fin de l'entraînement, Auguste et Richard décidèrent d'un match nul, mais soudain, un insecte s'introduisit dans le dos d'Auguste. Ce dernier demanda à Richard de l'enlever, mais Richard refusa, car il n'aimait pas non plus les insectes. Grace intervint rapidement et se débarrassa de l'insecte, réalisant qu'il s'agissait d'un scarabée cerf. Ken fut extrêmement excité intérieurement, car cet insecte était une véritable superstar en entomologie. Malgré cela, Auguste suggéra de tuer immédiatement le scarabée, mais Grace refusa catégoriquement de faire une chose aussi cruelle. Elle invoqua un cercle magique et ordonna à l'insecte de retourner chez lui. Elle expliqua au garçon que tous les êtres vivants faisaient partie de la grande œuvre de la nature, et que tuer un insecte sans une bonne raison était indigne de ceux ayant du sang noble. Par cette action bienveillante, Grace gagna également l'admiration d'Auguste. Plus tard, Richard emmena Grace et Anna dans une salle blindée de l'académie contenant des pièces d'armement inestimables, offertes par d'anciens élèves illustres. Il incombait au conseil étudiant de les maintenir en bon état. Richard commença à expliquer l'histoire de chaque arme, tout en faisant des blagues de type humour de papa. Cela surprit les filles, et le prince expliqua que c'était précisément pour cette raison que Richard parlait rarement en public, car beaucoup de gens lui avaient dit d'éviter de le faire. Pendant que Richard expliquait les 3 dernières épées, qui étaient ses préférées, Grace répliqua avec une triple combinaison de blagues, jouant sur les mots. Cela amusa Richard, qui la reconnut comme une véritable experte en blagues. Peu de temps après, une rumeur circula dans l'académie, affirmant que Grace régnait sur le conseil. Un mois après qu'Anna eut commencé à vivre dans les dortoirs de l'académie, elle écrivit une lettre à ses parents pour leur raconter tout ce qui s'était passé. Dans cette lettre, elle fit l'éloge de tous ses camarades du conseil étudiant, mais en particulier de Grace. Elle mentionna également qu'il y avait 2 chevaliers parmi les membres de première année du conseil, l'un d'eux était le prince Lucas Vierge, le frère cadet du prince héritier et 2e dans l'ordre de succession au trône. L'autre était Lambert Balance, un homme d'une grande intelligence dont les notes figuraient parmi les meilleures. Il maîtrisait rapidement les différentes tâches du conseil, mais avait une attitude particulièrement sévère envers Anna. Pour une raison inconnue, il la réprimandait souvent, affirmant que, bien qu'elle ait de meilleures notes que lui, elle était plus lente à accomplir les tâches du conseil. Heureusement, Grace ayant terminé son travail, elle envoya Lambert déposer ses dossiers avec ceux des autres. Quand Lambert quitta la pièce, Anna se demandait si elle avait fait quelque chose pour qu'il la déteste. Cependant, Lucas lui expliqua que ce n'était pas le cas. En réalité, bien que Lambert soit l'héritier de la prestigieuse famille Lambert, il était adopté. Il était né comme 3e fils d'une famille noble en faillite, ce qui le plaçait au même rang qu'un roturier. Toutefois, grâce à son intelligence et à ses aptitudes pour la magie, il avait pu s'inscrire à l'académie. Cela signifiait que Lambert et Anna se trouvaient dans des situations similaires. Par conséquent, Lambert la voyait comme une rivale, et son attitude venait du fait qu'il ne voulait pas perdre face à elle. Le lendemain, Anna réussit à terminer les registres avant Lambert, grâce à Grace qui lui avait appris la veille à utiliser un abaque. Lambert se défendit en disant que ce n'était pas juste, car il n'était pas sur un pied d'égalité, Anna avait un abaque et lui non. Grace, avec sa sagesse infinie, rappela à Lambert que l'objectif de ces tabulations était de garantir le bon fonctionnement du conseil et non de faire une compétition. Pourtant, c'était lui qui avait insisté pour voir qui finirait en premier. Ce jour-là, Grace avait apporté un abaque supplémentaire, qu'elle proposa à Lambert. Bien sûr, Lambert le voulait, mais cela faisait partie du plan de Ken, car Grace avait demandé à Anna d'enseigner à Lambert comment utiliser l'abaque. Plus tôt, Grace avait parlé à Anna et lui avait expliqué que Lambert pourrait être réticent à accepter son aide. Elle lui conseilla de ne pas avoir peur, de le regarder dans les yeux et d'être sincère, car les tsundere étaient faciles à convaincre. Anna, suivant les conseils de sa mentor, dit à Lambert qu'elle voulait travailler avec lui pour tirer le meilleur parti de l'abaque et prouver son utilité, non seulement au conseil mais aussi à l'académie.
Comme l'avait prédit Grèce, Lambert accepta sa proposition. À ce moment, Grèce suggéra à Lucas de venir lui aussi apprendre à utiliser la bague. Elle pensait que si Lambert avait un rival, cela le motiverait davantage. Lucas, étant du genre manipulateur, adorait l'idée et alla apprendre avec Anna. De son côté, la jeune fille aux cheveux roses était heureuse de pouvoir devenir amie avec les autres membres de première année du conseil. Ken, quant à lui, trouvait Lambert assez facile à comprendre, mais des personnages comme Lucas étaient bien plus compliqués, ce qui signifiait que sa route devait être difficile. Maintenant qu'elle avait réussi à les faire interagir, Ken pensa que la bannière de l'amour d'Anna était probablement en place. Cependant, Ken réalisa peut-être avoir tout fait à l'envers, car le rôle de la méchante n'était pas de découvrir comment compléter toutes les routes. Mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière, alors elle décida qu'il valait mieux que la méchante fasse tout son possible. Depuis que Ken est devenu Grèce, un mois s'est écoulé. Pendant ce temps, Anna et lui ont poursuivi leurs études à l'Académie royale de magie et sont sur le point d'atteindre un nouveau niveau de maîtrise magique. Dès le début, Anna invoque sa bête familière et fait apparaître un Pégase. D'après l'évaluation de la professeure, cette créature possède l'attribut du vent et sera désormais son compagnon. Ken trouve que ce Pégase lui correspond parfaitement et se rappelle que sa fille lui avait expliqué que la mention bête dans le titre du jeu faisait référence aux familiers magiques, de petites créatures servant leur maître. Dans le jeu, l'héroïne reçoit un œuf juste après son inscription à l'académie. Après un mois d'études, l'œuf éclot et donne naissance à un compagnon magique qui élargit considérablement la palette de sorts utilisables. Cela signifie que les véritables leçons de magie ne commencent qu'après l'obtention du familier. De plus, ce dernier joue un rôle crucial dans l'évolution de l'histoire et des différentes romances, car le type de bête invoquée peut en modifier le cours de manière drastique. Grèce félicite Anna pour son Pégase et lui explique que, comme il a l'attribut du vent, elle devra se concentrer sur la magie de cet élément. La jeune fille aux cheveux roses est ravie, car elle adore la magie du vent et son Pégase en est imprégné. À ce moment, Grèce entend certains étudiants murmurer qu'ils ne comprennent pas bien les affinités élémentaires. Ils se demandent si la magie du vent est plus compatible avec l'eau ou le feu. Ils trouvent ces doutes légitimes, car les interactions entre éléments peuvent être complexes selon les jeux. Avant que la professeure ne poursuive le rituel d'invocation, il lui demande donc de faire un bref rappel sur les attributs élémentaires. Cette attitude studieuse et réfléchie impressionne encore plus Anna. La professeure explique alors que la magie de ce monde repose sur 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et le vent. Absolument tout y est divisé en ces catégories. Chaque élément possède ses forces et faiblesses par rapport aux autres, d'où l'importance de bien comprendre ses affinités, que l'on soit en rôle de combat ou de soutien. Par exemple, contre un monstre d'eau, il est logique d'utiliser un sort de feu. Cependant, si le monstre est très puissant, un simple sort de feu risque d'être insuffisant. Dans ce cas, en combinant un sort de vent avec du feu, on peut augmenter la puissance de l'attaque et ainsi vaincre l'adversaire plus efficacement. En entendant cette explication, Ken comprend que l'attribut de la bête du protagoniste déterminera son parcours magique. Si cela était un jeu, ce serait le moment où un joueur relancerait encore et encore sa partie pour obtenir le familier désiré. Intriguée, Grèce demande à Anna si elle choisirait de réessayer le rituel jusqu'à obtenir une bête rare. Anna répond que non, car elle adore son Pégase et se sent chanceuse de l'avoir. Cette réponse rappelle à Ken sa propre fille, mais il n'a pas le temps de s'attarder sur ses pensées, car l'arrivée du prince Virgile et d'Auguste interrompt la conversation. Les deux jeunes hommes informent la professeure Grenat qu'elle peut poursuivre le rituel d'invocation, car ils sont là uniquement pour observer et découvrir quel type de bêtes obtiendront les nouvelles recrues du conseil des étudiants. Leurs propres familiers sont également curieux. La bête du prince Virgile est un griffon avec l'attribut du vent, tandis que celle d'Auguste est un garouda avec l'attribut du feu. Ces créatures sont extrêmement rares et possèdent bien plus de mana que la normale. Comparé à elle, le Pégase d'Anna est relativement ordinaire. En voyant l'invocation d'Anna, Virgile trouve cela logique, les Pégases sont des bêtes dociles qui reflètent facilement le talent de leur maître, ce qui en fait un choix parfait pour elle. Il rappelle également que c'est le travail du dresseur qui fait réellement la force d'un familier, quelle que soit son espèce. Vient ensuite le tour de Grèce d'invoquer sa propre bête. Il se place au centre du cercle magique tandis que Ken réalise avec étonnement qu'un mois s'est déjà écoulé depuis la distribution des œufs. À ce moment-là, la professeure leur avait expliqué que, pour pouvoir former un contrat avec leur bête, ils devaient lui donner un nom. Une fois ce contrat conclu, l'œuf était stocké dans un sous-espace et, pendant un mois, les étudiants devaient l'alimenter en mana pour favoriser sa croissance. Revenant au présent, Grèce se prépare à finaliser son rituel d'invocation. Il se dit que, maintenant qu'Anna a déjà invoqué sa propre bête et qu'elle est l'héroïne du jeu, plus personne ne devrait vraiment s'intéresser aux résultats de son invocation. Mais il se trompe lourdement, Auguste espère vivement qu'il obtiendra une bête de feu, car cela correspondrait bien à sa propre affinité. De plus, selon lui, ce serait un choix parfait pour Grèce, dont la personnalité reflète cet élément. De son côté, le prince Virgile espère que Grèce obtiendra une bête de vent. Comme ils sont déjà fiancés, ils pensent qu'avoir le même attribut leur permettrait de partager une vision plus harmonieuse du futur du royaume.
Anna voulait que Grace obtienne l'attribut du vent, mais si ce n'était pas possible, elle espérait qu'elle ait celui du feu afin de pouvoir l'aider. Chacun imaginait une infinité de possibilités si Grace partageait leur attribut. À ce moment-là, l'œuf de l'héroïne commença à éclore. Ken se souvint que sa fille n'aimait pas l'idée de rejeter une bête née uniquement pour elle. Même si ce n'était qu'un jeu, elle ne recommencerait pas jusqu'à obtenir une bonne bête. Ken donna raison à sa fille Hinako et lui promit d'apprécier toute bête qu'elle obtiendrait. Au lieu d'une bête, 2 petites figurines sortirent de l'œuf. L'une représentait Grace et l'autre Ken. Tout le monde fut stupéfait. Au loin, 2 voix féminines discutaient de les fusionner. 2 mains surgirent de nulle part et unirent les 2 figurines en un seul dragon. Personne ne comprenait ce qui se passait, pas même la professeure. Elle passa à l'évaluation de la bête et révéla que la créature de Grace était une espèce de dragon, un dragon ancien, une bête si rare qu'elle était considérée comme légendaire. Concernant ses attributs, le dragon en possédait 2, feu et eau. Lorsque la professeure annonça cela, le prince déclara que c'était impossible, car toutes les bêtes étaient censées être limitées à un seul attribut élémentaire. Le feu et l'eau étant des éléments opposés, il était inconcevable qu'ils coexistent au sein d'une même créature. Hinako Tondabayashi était une jeune femme de 20 ans née de parents otaku. Elle jouait à Académie Magique, Amour et Bête lorsqu'elle reçut un appel l'informant que son père Ken avait eu un accident. Elle et sa mère se précipitèrent à l'hôpital, où le médecin leur expliqua que, bien que Ken ait reçu un violent coup à la tête, son cerveau n'avait subi aucun dommage. Pour une raison inconnue, il ne se réveillait pas. Ses ondes cérébrales indiquaient un état proche du sommeil. Les médecins décidèrent de le garder à l'hôpital pour lui faire plus d'examens. Voyant que sa mère était inquiète, Hinako lui assura que son père irait bien et que, dès son réveil, il commencerait sûrement à dire des absurdités. Après tout, il était impensable qu'après avoir sauvé un enfant, il finisse dans le coma pour toujours. Ces paroles redonnèrent un peu d'espoir à sa mère. Plus tard, Hinako rentra la première à la maison et remarqua que la télévision était allumée sans raison apparente. Ni la télécommande de la télévision ni celle du jeu ne fonctionnaient. Elle se rendit compte que le jeu était à la scène où Grace et Anna se rencontraient pour la première fois. Les dialogues de la méchante avaient changé et le jeu affichait Ken. Quand sa mère rentra, Hinako lui expliqua que Ken était en réalité piégé dans le jeu. Contre toute attente, sa mère la crut immédiatement. Hinako détailla la situation et, bien que les dialogues aient changé, elle pouvait encore progresser dans l'histoire. Elles consultèrent le journal du jeu pour voir où en était l'histoire. Elles y trouvèrent un passage où Ken remerciait un chef cuisinier pour son repas, confirmant qu'il était bel et bien dans le jeu. La question se posait alors de savoir comment récupérer l'esprit de Ken. Hinako pensa que la solution la plus logique était de terminer le jeu, mais cela ne garantissait pas le retour de Ken. Elles décidèrent que Hinako continuerait à jouer pour voir ce qui se passerait. Elle passa toute la nuit à jouer et, le lendemain, annonça à sa mère qu'elle avait réussi à avancer d'1 mois dans l'histoire du jeu. Cela signifiait que le temps s'écoulait différemment dans le jeu et dans le monde réel. Elle était parvenue au premier grand événement du jeu, le rituel d'invocation de la bête. Le jeu lui demanda si elle voulait donner un coup de main à Grace dans son invocation. C'était la première fois qu'une option lui était proposée, car jusqu'ici, elle était restée bloquée sur un chemin déterminé. Hinako réalisa que cela signifiait qu'elle pouvait influencer l'histoire. Elle ne comprenait pas comment aider, puisque l'invocation d'une bête reposait uniquement sur la chance. Le jeu semblait leur demander directement si elle voulait aider Ken. Hinako décida de tenter sa chance. Dès qu'elle accepta, les figurines de Grace et Ken apparurent à l'écran. Le jeu annonça que le mana de Grace et de Ken serait combiné pour créer une bête, demandant aux joueurs d'unir leur mana forme en utilisant ses mains pour un contact direct. Hinako doutait que cela fonctionne, car leur téléviseur était un vieux modèle. En approchant sa main de l'écran, elle découvrit qu'il ressemblait à un portail vers un autre monde. Elle y plongea ses mains et fusionna les 2 mana formes, faisant apparaître l'ancien dragon. Ensuite, le directeur de l'école magique analysa le dragon de Grace. Il mentionna que, bien qu'il ait vu plusieurs dragons anciens, jamais en toutes ces années il n'en avait vu un possédant 2 attributs. Quoi qu'il en soit, le directeur demanda à Grace de lancer des sorts en collaboration avec sa bête. Lors d'un test pratique, l'héroïne lança alors un tir de feu avec l'aide de sa bête sur une cible. Le sort était puissant et impressionnant, mais il ne s'agissait que d'un simple sort de feu ordinaire. Ensuite, Grace tenta également de lancer un sort d'eau, mais Orion, son dragon, ne lui obéit pas. En apprenant que Grace avait nommé son dragon Orion, le directeur lui fit remarquer que c'était un joli nom. Cependant, elle expliqua que ce n'était pas elle qui l'avait choisi, mais que c'était le nom affiché sur son écran de statistiques. Or, aucun des autres ne pouvait voir cet écran que seule l'héroïne pouvait apercevoir. Immédiatement, une option apparut à Grace, lui demandant si elle souhaitait changer d'attribut. Elle plaça alors son dragon en mode eau, et en un instant, il changea de couleur, passant du rouge au bleu. Grace tenta ensuite le même sort qu'auparavant, cette fois avec l'attribut eau, et ce fut un succès total. Elle prouva ainsi qu'elle pouvait utiliser efficacement les 2 types de magie. Toutefois, le directeur était curieux de savoir si Grace pouvait utiliser la magie de l'eau et du feu simultanément. Elle lui répondit que cela ne semblait pas possible, ou alors, si cela l'était,
Elle n'avait aucune idée de la manière dont cela fonctionnerait. Quoi qu'il en soit, cela pourrait être découvert plus tard. Pour l'instant, le plus grand mystère restait de savoir comment la bête de Grèce était la seule à avoir manifesté deux attributs élémentaires différents. Poursuivant cette réflexion, le directeur demanda à l'héroïne si elle pouvait expliquer ce phénomène. Grèce répondit que oui et raconta que, juste avant de s'inscrire à l'Académie royale de magie, elle avait ressenti la présence d'une autre personne en elle. C'était comme si une nouvelle âme était née en elle, différente de celle qu'elle possédait auparavant. Peut-être que la combinaison de son ancien et de son nouvel être avait contribué à la création de sa bête. Le directeur interpréta les paroles de l'héroïne comme un passage vers la maturité, un éveil à son nouveau soi. Comme il avait entendu ses parents dire qu'elle était une fille très responsable, il supposa qu'elle avait ressenti le besoin de s'affirmer au sein de l'Académie, ce qui aurait donné naissance à une nouvelle personnalité. En d'autres termes, personne ne comprit réellement ce que l'héroïne voulait dire. Quoi qu'il en soit, le directeur informa Grèce qu'elle avait une grande responsabilité. À la fin de chaque semestre, un événement immersif appelé Exposition magique était organisé. Généralement, seuls les membres les plus éminents du conseil étudiant y participaient, mais cette fois, le directeur voulait qu'elle y prenne part. La jeune fille blonde dit au directeur que c'était une responsabilité bien trop lourde pour elle, mais il insista en affirmant qu'il n'y avait personne de plus qualifié pour ce rôle. Anna encouragea également l'héroïne à accepter, estimant qu'elle était la meilleure personne pour servir de modèle aux élèves. Ainsi, Grèce accepta, mais avertit Anna qu'elle aurait besoin de son aide. Pendant ce temps, dans le monde réel, Hinako et sa mère étaient soulagés que la créature de Ken ait été un succès. Cependant, la mère de Hinako ne comprenait toujours pas ce qui se passait avec les petites figurines représentant Ken et Grèce. Sa fille lui expliqua que cela signifiait probablement que leurs pouvoirs s'étaient combinés d'une manière ou d'une autre. Elles poursuivirent alors l'histoire. À ce moment-là, le jeu demanda à Hinako de choisir un nom pour la bête. Elle opta pour Orion, car c'était le nom d'un personnage de son anime d'enfance préféré. Orion était le nom d'un petit dinosaure, et comme son père regardait toujours cet anime avec elle, elle espérait que Ken réaliserait que c'était elle qui avait choisi ce nom. Cependant, le protagoniste pensa simplement que les développeurs du jeu étaient eux aussi fans de cet anime, ou que le nom Orion était tout simplement courant. C'est alors que quelqu'un sonna à la porte. La mère de Hinako alla voir qui c'était. Il s'agissait d'une personne livrant un colis nécessitant un paiement. En entendant cela, Hinako comprit que le paquet lui était destiné, elle alla donc chercher de l'argent pour le récupérer. Pendant ce temps, dans le jeu, on demanda à Grèce de lancer un sort d'eau, mais sa bête refusa d'obéir. La mère de Hinako remarqua alors que Ken était en difficulté. Hinako retourna immédiatement dans le jeu et réalisa que Grèce essayait de passer à l'attribut eau. Elle se rendit donc dans les statistiques et modifia l'attribut d'Orion, qui devint alors entièrement bleu. Cela signifiait que les joueuses devaient rester attentives pour suivre l'histoire et activer Orion au bon moment, afin que Ken puisse progresser. Hinako s'inquiétait de savoir si elle pourrait mener l'histoire jusqu'à son terme. Sa mère, en souriant, lui répondit de ne pas s'inquiéter, car elle avait du sang otaku dans ses veines. Poursuivant l'histoire, lorsque le directeur demanda à Grèce si elle savait comment sa bête avait acquis deux attributs, Ken jugea que c'était le moment idéal pour expliquer que l'âme de Grèce était partagée avec une autre personne. Hinako s'inquiéta, car dans une des routes scénaristiques de Virgile, si cette révélation était faite, Grèce devenait possédée et devait combattre Anna. Heureusement, le protagoniste formula ses explications avec suffisamment d'élégance et d'ambiguïté pour que tout le monde interprète cela de manière positive. Hinako fut soulagée que tout se soit bien passé, mais elle s'inquiéta en apprenant que Grèce participerait à l'exposition magique. Non pas que ce soit une mauvaise chose, mais dans l'histoire originale, c'était lors de cet événement qu'Anna et son prétendant se rapprochaient considérablement, ce qui en faisait l'un des moments les plus importants pour leur relation. Cependant, cette fois, l'histoire semblait s'éloigner complètement de cette direction. Pendant ce temps, à la bibliothèque de l'Académie, une fille aux cheveux verts réfléchissait à la manière dont la dernière histoire qu'elle avait lue pourrait servir de base pour la prochaine grande performance du club de théâtre. Enthousiasmée, elle songea qu'elle aimerait vivre dans la bibliothèque pour toujours. C'est alors qu'elle aperçut Grèce, la fille du duc, et Anna, la roturière ayant obtenu la meilleure note d'entrée. Elle était en extase de les voir, car leur amitié transcendait les barrières de statut social, ce qu'elle trouvait absolument magnifique. Cependant, elles étaient là pour approfondir leurs connaissances et étudier la magie et les bêtes. Ken voulait particulièrement en apprendre plus sur Orion, la nouvelle bête de Grèce, ainsi que sur les mystérieuses mains flottantes aperçues lors du rituel. Il se demandait aussi à qui appartenait la voix entendue à ce moment-là. C'est alors que Grèce sentit une présence, et en levant la tête, elle aperçut le prince Virgile de loin. C'est alors que Pierre, le secrétaire du conseil des étudiants et assistant du prince héritier, arriva en hâte. Ken avait déjà oublié son nom, mais grâce à Anna, elle put le saluer correctement. Pierre était très pressé car il cherchait le prince. Cependant, ni Grèce ni Anna ne l'avaient vu. Il s'avéra que le prince disparaissait souvent, car bien que Pierre soit un excellent assistant, il était aussi très formel et rigide.
Cette attitude mettait parfois tant de pression sur le prince qu'il était obligé de se cacher pour respirer un peu. Par ailleurs, l'ancienne Grèce, lorsqu'elle avait découvert cela, rejetait toute la faute sur Pierre et le réprimandait fréquemment. C'est pourquoi, dès son arrivée, Pierre s'excusa immédiatement auprès de Grèce d'avoir perdu la trace du prince. Mais elle lui conseilla de voir les choses sous un autre angle, si le prince prenait la peine de s'éclipser, cela signifiait aussi qu'il était libre de ses obligations durant ce temps. Pierre ne comprenait pas bien cette idée au début, alors Grèce lui expliqua que les gens n'étaient pas faits pour travailler chaque minute de la journée. Plus ils étaient fatigués, plus la qualité de leur travail diminuait. Ainsi, prendre de petites pauses était la clé pour être performant. Ces paroles firent penser à Pierre que Grèce faisait preuve d'une grande sagesse. L'héroïne ajouta que tout le monde savait à quel point il travaillait dur pour le prince et que, l'académie étant un lieu très sûr, il n'avait pas besoin d'être aussi tendu. Pierre se sentit profondément honoré de recevoir ces nobles paroles de Grèce. En changeant de sujet, Anna a demandé au secrétaire de lui parler un peu de sa bête. Immédiatement, le jeune homme a sorti Pollux, une gargouille qui possède l'attribut de l'eau. Pollux s'accorde parfaitement avec la bête de Virgile, qui a l'attribut du vent. Pour cette raison, Pierre est très fier, car le prince a été choisi pour faire une démonstration lors de l'exposition magique de l'année dernière, et il l'a humblement soutenu pendant l'événement. Grèce, en réalité, ne savait pas que cela fonctionnait ainsi, alors Pierre lui a dit que si elle avait un jour besoin d'aide, elle ne devait pas hésiter à lui en parler. Après tout, elle et le prince se marieront en temps voulu, donc son service envers le prince s'étend naturellement à elle aussi. La blonde a remercié Pierre, mais elle lui a dit de ne pas sauter aux conclusions, car jusqu'à ce que Virgile ne se marie réellement, il n'y a aucune garantie qu'elle deviendra sa femme. Le prince, qui écoutait la conversation, a immédiatement sauté du deuxième étage, demandant à Grèce ce qu'elle voulait dire par là. Cependant, dès qu'il a atterri, son fidèle assistant l'a attrapé. Le pauvre prince s'est lamenté d'avoir oublié ce petit détail. D'un autre côté, Anna a demandé à Grèce si elle avait déjà remarqué que Virgile était là-haut, mais Grèce a répondu, peut-être, qui sait? Anna ne comprenait toujours pas comment le prince avait pu entendre la conversation d'une telle hauteur. Il lui a alors expliqué qu'il avait utilisé un peu de magie du vent. Le prince a créé un tunnel d'air qui transporte les sons lointains, et bien que Virgile affirme que c'est un sort simple, il faut en réalité beaucoup de compétences pour le lancer. Pierre a dit au prince qu'un tel sort n'était pas digne de lui, car il est principalement utilisé pour écouter les conversations des autres en secret. Virgile a répondu qu'il le fait parce qu'il devra écouter les voix de tous ses sujets après être devenu roi, donc pour l'instant, il ne fait que s'entraîner. Grèce, trouvant la magie du vent très intéressante et se rappelant qu'Anna avait aussi une bête avec la magie du vent, a demandé au prince d'apprendre à la rousse tout sur la magie du vent. La véritable intention de Grèce était d'emmener Anna plus loin sur son chemin, en augmentant son niveau d'intimité avec le prince. Le prince a accepté, mais Anna ne voulait pas le déranger. Grèce a alors vu là une bonne occasion de jouer les méchants. Elle a dit à Anna de descendre de son piédestal, car cette formation avec le prince n'était pas pour son bénéfice, mais pour l'exposition magique, où elle servirait d'assistante à Grèce. Anna était ravie d'apprendre qu'elle serait l'assistante de Grèce, alors elle a immédiatement accepté d'apprendre avec le prince et a juré de donner le meilleur d'elle-même à l'exposition magique. Le prince était également plus qu'heureux d'offrir son soutien à Grèce. Quant à Pierre, il a réalisé que bien que Grèce ait présenté la situation comme étant à son avantage, c'était en réalité un moyen d'offrir à Anna une bonne opportunité d'apprentissage. Une fois de plus, Grèce a fini par passer pour la gentille plutôt que pour la méchante. Quelques jours plus tard, Auguste et Richard combattaient avec l'aide de leurs bêtes. Il s'agissait en réalité d'un combat simulé, car Grèce avait été choisie pour participer à l'exposition magique, mais elle n'avait jamais vraiment assisté à ce genre d'événement. Elle avait donc demandé aux membres les plus âgés du conseil étudiant de faire une démonstration pour mieux comprendre. La mère d'Inako comprit alors que c'était une sorte de répétition pour l'exposition. Quoi qu'il en soit, la jeune fille reconnaissait son père et, malgré ses 52 ans, il n'avait eu aucun mal à ravaler sa fierté pour demander conseil à des jeunes bien plus jeunes que lui. Mitsuko expliqua à Inako que son père avait toujours eu un cœur d'enfant depuis qu'elle l'avait connu. Il répétait souvent que l'âge n'avait pas d'importance et que l'on pouvait apprendre de n'importe qui ayant un talent. Cela lui avait également été utile, car dans l'industrie otaku, de jeunes talents ne cessaient d'émerger. Inako savait que sa mère avait raison, mais elle se demandait si la personnalité de Ken était en partie responsable du fait que son esprit ait été guidé vers le monde du jeu. Revenons à Grèce, le combat simulé était terminé et Anna réalisa que, puisque l'une des bêtes avait l'attribut du feu et l'autre celui de l'eau, la confrontation de ces éléments opposés rendait leur combat toujours très intense. Grèce ajouta aussi qu'il était évident, vu leurs compétences, que Auguste se spécialisait dans la défense et Richard dans l'attaque. Ils étaient donc des pôles opposés, même en matière de magie. Auguste pensait que tous deux étaient destinés à devenir commandants de la cavalerie royale. Ils s'entraînaient depuis leur enfance pour remplir ces rôles. Dans son esprit, Ken reconnaissait que ces deux-là étaient charmants, et elle se demandait si elle devait laisser leurs routes ouvertes pour qu'Anna puisse les suivre. Soudain,
Elle remarqua que leur combat avait endommagé une partie de la falaise, révélant ce qui semblait être des ossements. Grace affirma qu'ils ressemblaient à des fossiles de dinosaures incrustés dans toute la région. Auguste, qui ne savait pas ce qu'était un dinosaure, expliqua aux filles que ces os étaient connus sous le nom d'os perdus. Selon la légende, ils seraient le résultat d'une tentative ratée de création de monstres. Grace connaissait déjà cette théorie, car dans les temps anciens, les gens expliquaient la présence de fossiles de dinosaures comme étant les échecs des expériences divines. Elle supposa que les scientifiques de ce monde étaient probablement arrivés à une conclusion similaire. Sur demande d'Auguste, Anna tenta d'attaquer la falaise avec sa magie. Elle invoqua Sirius, son Pégase, et utilisa sa magie du vent tourbillonnant pour frapper la paroi avec son immense pouvoir magique. Ken ne fut pas surpris par la puissance d'Anna, car après tout, elle était la protagoniste. Richard, en revanche, fut impressionné qu'une nouvelle élève puisse faire preuve d'une telle maîtrise. Cependant, le problème était que le combat simulé qu'ils venaient d'exécuter était quasiment identique à celui qu'ils avaient mené lors de l'exposition magique de l'année précédente. Cela montrait qu'ils n'avaient guère progressé depuis. Et même si l'opposition entre le feu et l'eau était spectaculaire, ils n'exploitaient toujours pas le véritable potentiel de leur bête. Ken comprit immédiatement que leur entraînement était limité, utiliser la magie du feu uniquement pour se défendre était un grand gâchis, et le sort de Richard ne tirait absolument pas parti de ses compétences à l'épée. Il devait y avoir une meilleure façon d'exploiter la synergie entre la bête magique et son maître. La situation fut alors brusquement interrompue lorsqu'un dragon squelette surgit de la falaise. Richard comprit immédiatement que la vérité derrière ces os perdus était qu'ils appartenaient en réalité à des monstres squelettiques et des créatures mortes vivantes. Grace savait que la magie d'Anna avait probablement attiré le monstre, et ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Le golem avait déjà été attiré de la même manière. Il semblait que sa magie était si puissante qu'elle attirait spontanément les monstres vers elle. Le dragon attaqua immédiatement les filles, mais Auguste se plaça en bouclier. Les deux garçons décidèrent de retenir la créature pendant que les filles allaient chercher de l'aide. Grace, sachant qu'elle n'était pas encore formée au combat magique et risquait plus de gêner que d'aider, prit la décision de partir avec Anna. Cependant, le dragon n'attendit pas et attaqua Auguste et Richard. Heureusement, ils purent esquiver la plupart des dégâts grâce au mana de leur bête magique. Mais la situation risquait de dégénérer s'ils ne parvenaient pas à le vaincre rapidement. Grace remarqua que les cercles magiques des garçons contenaient encore une immense énergie. Elle pensa que s'ils inscrivaient des sorts destinés à éveiller le plein potentiel d'Auguste et Richard, cela pourrait fonctionner. Ainsi, Grace grava 2 simples mots sur leur cercle magique, « Représentez votre vraie nature ». Aussitôt, la bête d'Auguste se transforma en bouclier et celle de Richard en épée. Ils ignoraient que leur bête possédait cette capacité, mais ils testèrent immédiatement une attaque combinée et réussirent en un instant à éliminer le dragon. Les garçons s'agenouillèrent devant la protagoniste et, en guise de reconnaissance pour la dette qu'ils avaient envers elle, ils lui jurèrent une loyauté indéfectible. Grace, future reine du royaume, n'avait pourtant rien demandé. Le pauvre Ken, quant à lui, n'avait ni besoin ni envie de tout cela. Il se demandait aussi pourquoi une lueur scintillait autour d'eux à chaque instant. Quelques jours plus tard, la protagoniste et Anna s'entraînaient à réaliser des sorts combinés pour l'exposition magique, dans la cour de l'académie. Celle-ci étant protégée par une barrière, cela empêchait les sorts de s'échapper à l'extérieur. Elles exécutèrent ainsi un immense tourbillon de feu. Plus tard, après leur entraînement, Anna partit en avance vers le bureau du conseil étudiant. De son côté, la blonde félicita Orion pour l'excellent travail qu'il avait accompli. Cependant, elle savait que ce petit dragon était clairement différent de toutes les autres bêtes qu'elle avait vues jusqu'à présent. Ken a remarqué qu'Orion essaie de lui dire quelque chose, mais il ne sait pas exactement quoi. De son côté, Hinako en avait assez de ne pas pouvoir envoyer de message à Ken pour lui faire savoir qu'elle l'observait. Cependant, elle savait qu'elle devait aider son père à gagner le jeu, mais la seule chose qu'elle pouvait contrôler à ce moment-là était Orion. Hinako remarqua alors que la musique du jeu avait changé et aperçut 3 PNJ prétentieux qui faisaient partie de la suite de Grace dans la version normale du jeu. Elles dirent à la blonde que confier un rôle aussi important à une roturière comme Anna lui donnerait une mauvaise image en tant que fille du duc. Cependant, des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles Grace mettait en jeu sa réputation, certains allant jusqu'à dire qu'elle ferait perdre du prestige au duc. Il se disait aussi qu'Anna était une menteuse qui parlait mal de Grace dans son dos et que leur relation n'était qu'un moyen pour Anna de profiter de la noblesse. En entendant cela, Hinako s'énerva immédiatement. Pour elle, seuls ces 3 idiotes pouvaient diffuser de telles rumeurs. Sous l'effet de la colère et de l'inquiétude que son père tombe dans ce piège, elle appuya sur la manette, ce qui fit cracher une flamme à Orion. Rapidement, Grace calma son dragon et demanda aux 3 jeunes filles leur nom. La fille aux cheveux violets s'appelait Violet Corbeau, celle aux cheveux brun marron chouette, et celle du milieu jaune moineau. Grace leur rappela qu'en tant que fille de famille noble, elles devraient faire attention à leurs paroles, car la haute société pourrait les considérer comme de simples commères. Puis, elle se dirigea vers le conseil étudiant, tandis qu'Hinako resta impressionné par les compétences de son père, qui nota même les noms des 3 sur son éventail. Plus tard, au conseil étudiant,
Grace expliqua à Lucas et au garçon aux cheveux violets qu'elle avait intégré une baguette magique à son éventail, qu'elle appelait le Magiventail. Elle trouvait en effet gênant de devoir se promener avec à la fois une baguette et un éventail, alors elle avait demandé à l'artisan de sa famille de les fusionner. L'idée était si géniale que même Lucas en voulait un, mais le garçon aux cheveux violets lui fit remarquer qu'il serait étrange pour un garçon de se balader avec un éventail. Anna suggéra alors qu'il pourrait l'intégrer dans un livre ou une mallette. En imaginant une baguette cachée dans un livre, le garçon aux cheveux violets trouva cela incroyablement stylé et demanda à Grace de le mettre en contact avec l'artisan. En changeant de sujet, Lucas félicita Grace pour sa participation à l'exposition magique dès son premier semestre, alors qu'Auguste et Virgile n'y étaient entrés qu'au troisième. Mais ce n'était pas tout, le talent d'Anna attira aussi l'attention. Même Lambert ressentit une pointe de jalousie en apprenant que Grace avait choisi Anna pour l'exposition magique, car il était évident que la jeune fille avait de grandes connaissances et des compétences en magie. De plus, son attribut se mariait parfaitement avec celui de la bête de Grace. Lambert déclara qu'Anna était la meilleure personne pour soutenir Grace lors de l'exposition, mais si elle échouait, il prendrait sa place la prochaine fois. Ken, quant à lui, était un père fier, voyant que cette petite compétition les pousserait tous les deux à se surpasser. Cependant, Lucas avertit Grace qu'Anna allait probablement traverser une période difficile, ce qui ne tarda pas à se confirmer. Dans l'après-midi, les trois filles tentèrent de convaincre Anna d'arrêter d'être l'assistante de Grace. De loin, la protagoniste entendit tout et se méfia immédiatement de ces trois-là. Elles lui racontèrent que Grace en avait assez d'elle parce qu'elle sentait la paysanne, mais qu'elle était trop gentille pour lui dire en face. Anna leur répondit calmement qu'elle venait d'une famille de boulangers prospères, qui avait de nombreuses connexions en ville. Un conseil que ses parents lui avaient donné était de toujours se méfier de ceux qui prétendent rapporter les calomnies des autres, car ils finiront inévitablement par faire la même chose avec elle. En entendant cela, Ken ne put qu'éprouver un profond respect pour les parents d'Anna, voyant qu'ils l'avaient élevée avec sagesse et amour. Déterminée, Anna se dirigea alors vers le conseil étudiant pour demander directement à Grace ce qu'elle pensait réellement d'elle. Les trois filles tentèrent de l'en empêcher, affirmant que si elle faisait cela, elle serait expulsée de l'académie et ne reverrait plus jamais Grace. Mais Anna leur répondit que si c'était le cas, alors soit, elle l'accepterait, mais elle ne perdrait jamais son respect et son affection pour Grace, qui avait tant fait pour elle. Ken et Hinako, touchés par ces paroles sincères, en avaient les larmes aux yeux. À cet instant, Grace apparut. Mais au lieu de gronder les trois filles, elle s'excusa auprès d'elles. Elle expliqua que si elle les réprimandait, cela risquerait de leur causer encore plus de problèmes. Elle préféra donc prendre la responsabilité du malentendu, en admettant qu'elle avait mal formulé ses propos. Enfin, la blonde déclara que l'académie était un lieu d'apprentissage, et qu'à partir de ce moment-là, elle espérait que toutes mettraient leurs différends de côté et deviendraient de véritables camarades.